nouveau contrat producteur-transformateur-distributeur pour sauver l'agriculture française. Alors moi, je suis désolé d'être un peu poil à gratter, mais ça m'a beaucoup questionné quand On même. va essayer finalement de travailler dans l'intérêt général. On va certainement développer nos boutiques, mais en prenant le problème par un autre bout. Et on n'est pas dans la négociation, on est dans la compréhension des sujets. Mesdames, Messieurs, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Je vais me présenter rapidement. Je suis Jérôme Parigi, je suis rédacteur en chef adjoint de LSA, où je m'occupe de la distribution. Je sais, personne n'est parfait. On va parler d'agriculture, on va aussi parler de distribution un petit peu. J'ai au moins un allié, enfin, ou quelqu'un qui me connaît un peu mieux que les autres, j'espère. Donc je suis la distribution LSA depuis de nombreuses années, mais j'ai aussi un peu sévi avant. Je vous dis un peu qui je suis, c'est important, je pense, pas par rapport à ce qu'on va se dire après. J'ai un peu suivi l'industrie agro et même la filière des fruits et légumes dans mon passé pas si lointain. J'ai toujours gardé un regard attentif et affectueux pour ce secteur. Certains qui sont autour de la table le savent, puisqu'on a longuement discuté. Je crois que le seul souci ce soir, c'est que je ne suis pas ingénieur agro, ni agri. Mais visiblement, l'école et ses anciens ne sont pas si ingrats que ça et m'accueillent dans leur cénacle, donc je les remercie. Bon, c'était juste pour le petit joke d'introduction. Et on va essayer d'aller très vite dans le vif du sujet de cette table ronde qui est les nouveaux contrats producteurs, transformateurs, distributeurs pour sauver l'agriculture française. L'ambition est élevée quand même. Je pense qu'on en parlera, on en parlera pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble. On a prévu une 50aine de minutes de débat et puis une dizaine de minutes aux questions. Il ne faut pas hésiter. Elles ont commencé avant même qu'on entame la table ronde, donc je pense qu'elles vont continuer. Pour parler de ces thèmes, j'ai l'honneur et l'avantage d'avoir à mes côtés Michel Boucli, donc directeur général délégué d'Avril, qui connaît bien la maison, je crois, Michel. Oui, un petit peu. Guillaume Darras, qui était prévu DG délégué de Système U, s'excuse, mais il est représenté par Laurent Franconi, qui est directeur qualité RSE, on va dire, de l'enseigne EU. Maxime Vendoni, décidément, il y a une épidémie, est cloué par une grippe, si j'ai bien compris, donc le DG de Terrena. Mais Michel, ici présent, qu'il a eu au téléphone, peut dire 2 ou 3 mots pour Terrena. C'est très collaboratif, je vois, dans le monde agricole. C'est quand même une société privée qui parle pour une coopérative. Je le note, Michel, je le note. Gilles Cristran, DG d'AgroParisTech, qui vient d'arriver. Bonjour. Et Alain Chapdaniel, que vous connaissez tous, puisque c'est la puissance invitante, et il a été aussi l'animateur du colloque qui a eu lieu ce jour. Bon, moi, je m'en vais. Pardon. Heureusement que vous me rappelez que vous êtes là. Et François, non mais c'est vrai que déjà ça faisait partie des propos liminaires. On se demandait pourquoi GS1 était dans cette histoire. Et ben voilà, c'est clair maintenant. Voilà, c'est ça. Donc François Després, vous êtes DG de GS1 France et vous allez nous expliquer très vite pourquoi vous êtes venu vous intéresser à l'agriculture alors que vous étiez quand même un pro du code barre, notamment de la traçabilité et de la standardisation. Il y a déjà un peu plus de logique. Voilà. Voilà pour les présentations rapides. Juste, je vais laisser à chacun la parole pour présenter un petit peu plus son entreprise. Et puis surtout, au-delà de l'entreprise que beaucoup connaissent, en général des entreprises que beaucoup connaissent, l'intérêt de participer à cette chaire, j'arrive pas à le dire en anglais, SDSC, mais tout le monde sait ce que ça veut dire. Voilà. Donc Michel, vous, directeur général adjoint du groupe Avril. Alors le groupe Avril, c'est une émanation des agriculteurs, des oléoprotéagineux, qui a grossi et qui est devenu une puissance importante dans le monde agricole français aujourd'hui, avec le Sieur notamment, ou des boîtes comme ça en participation. Alors, je ne sais pas si on a grossi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... 6 milliards quand même. La création des agriculteurs français, c'est-à-dire de 100 000 producteurs qui ont cotisé pendant 20 ans pour constituer un groupe qui s'intéresse à leurs débouchés, qui rationalise les filières agricoles et qui soit au service de la ferme France pour faire de la valeur, je dirais, sur les marchés, a aujourd'hui une taille, effectivement, un âge et une taille respectable, on va dire. Mais on a surtout une spécificité, c'est d'intervenir de 2 façons. Et ça me permet notamment de parler en partie au service de mes amis de Terrena, dans la mesure où nous avons à la fois un groupe industriel, donc un grand groupe de l'agroalimentaire, on fait plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais on a aussi une banque de développement
qui est actionnaire de 100 entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc on a à la fois la vision de nos propres filiales et de nos partenaires chez qui on est actionnaire minoritaire. Et il y a des grands groupes comme LDC, le leader de la volaille, mais aussi Terena, le numéro 2 de la volaille. Donc on a une capacité de rassembler les gens dans des secteurs avec un gros ADN lié à l'innovation. En gros, notre croissance, elle s'est faite parce que nous avons cru aux énergies renouvelables et nous avons développé, au-delà de marchés importants que nous avons dans le domaine de l'huile alimentaire avec le Sieur au Puget, mais aussi dans le domaine des énergies renouvelables pour les transports avec le biodiesel, qui a constitué une activité à la fois innovante et extrêmement importante, notamment dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la partie végétale, je dirais, du groupe Avril. Et puis, il y a une partie animale également, parce que, comme nous avons été fondés par les producteurs de colza et de tournesol, dans une graine, il y a de l'huile, mais il y a aussi de la protéine. Et donc, la partie protéique, elle est valorisée en aliments du bétail, où là, nous sommes le leader français avec Sanders, ça, une de nos filiales, mais aussi plus loin dans les filières animales. On est intégré dans le domaine de l'œuf, où avec les œufs matines, par exemple, on est leader du marché de l'œuf. Donc, quand je résume Avril en disant on est des gens dans l'huile, dans l'énergie renouvelable, dans la chimie renouvelable et dans les œufs, tout en étant des investisseurs, les gens ne comprennent rien du tout. En réalité, si vous voyez la chaîne sous une forme de suite linéaire qui part de l'agriculteur producteur de colza tournesol qui nous a fondés, qui va valoriser sa graine en séparant la partie huile de la partie protéine qui va vers les filières animales, qui va finir sous forme de lait, de volaille ou de porc, vous comprenez qu'on a un intérêt à l'ensemble des maillons. Et comme nous avons été créés par des agriculteurs, nous avons un statut particulier. On a d'ailleurs une fondation qui est dans la maison mère du groupe. Et nous réinvestissons la totalité de nos profits. Donc, nous, chaque année, on réinvestit ce qui a été gagné antérieurement, ce qui nous amène à avoir une approche très long terme. Donc, un premier élément de notre ADN, c'est l'innovation, je le disais. Un deuxième élément de notre ADN, c'est le long terme. On est capable de prendre des paris sur très long terme. Et une fois qu'on a décidé un cap, on n'a pas d'actionnaire à servir à court terme. On cherche à optimiser toute la chaîne de valeur. C'est ce qui a fait qu'on a eu un intérêt tout particulier à se rassembler avec GS1, un distributeur. Donc ça fait partie de la chaîne, cet investissement dans la chaire SDSC. Enfin, est-ce que c'est un investissement? C'est plus une implication, on va dire. Un partenariat, je dirais un mécénat, parce qu'on considère, comme on n'est pas une entreprise capitaliste classique, puisqu'on réinvestit tous nos profits, on a cette logique de dire il faut que les chaînes agricoles qui partent des agriculteurs et de la ferme France soient plus fortes. Et pour ça, il ne faut pas que les maillons continuent à s'opposer éternellement. Ça nous paupérise tous. Il faut essayer d'avoir des projets qui soient différents, qui soient innovants. Et c'est pas mal d'avoir un lieu où on peut, en dehors du business, parler vraiment de projets créateurs de valeur dans le sens de l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes. On va voir quel projet vous avez réussi à développer, en tout cas ceux dont vous pouvez nous parler. Laurent Franconi, directeur qualité RSE de Système U. Alors Système U, tout le monde connaît à peu près, c'est 19 milliards de chiffre d'affaires, c'est une belle croissance quand même en 2015, pas si mal dans un commerce qui souffre, donc plus 2,3 en chiffre d'affaires. Et puis, depuis pas mal d'années, des investissements dans les filières agricoles, des initiatives autour de filières qualitatives. Vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Et qu'est-ce que U est venu faire dans cette chaire, alors, avec des agriculteurs, des coopératives, des organismes de standardisation, etc. Déjà, U, c'est une coopérative de commerçants. Donc c'est le premier sujet qui nous rapproche du monde agricole. Coopérative de commerçants qui était très peu connue il y a 10 ans, à part pour avoir accompagné Fignon dans ses victoires et ses défaites. J'avais déjà oublié. Ouais, dans ses victoires et ses défaites au Tour de France, qui à l'arrivée de Serge Papin j'ai eu peur, je pensais qu'il avait fait du vélo aussi. Non, Serge, non, il a fait du vélo dans sa jeunesse, oui. L'arrivée de Serge Papin a décidé de créer une véritable marque, là où on était dans un monde des marques distributeurs qui étaient relativement standardisées et qui ne faisaient que copier les grandes marques industrielles. Et donc a créé une phase de rupture sur le sujet de la différenciation des marques distributeurs. En particulier ces dernières années,
autour de deux grands axes. Essayer de relocaliser en France, aussi bien en alimentaire qu'en non alimentaire, au maximum la fabrication des produits à marque EU, et essayer d'intégrer autant que faire se peut des ingrédients d'origine agricole française dans les produits U, que ce soit les produits bruts, et on prendra un exemple tout à l'heure, ou même élaborés. Pourquoi on est venu ici? On pourrait juste se remettre 10 ans en arrière dans d'autres métiers. Il y a 10 ans, quand on voulait un taxi, on appelait une compagnie de taxi, et puis on demandait si on pouvait avoir un taxi dans 10 minutes. Puis il arrivait une demi-heure plus tard. Puis il refusait votre carte bleue. Puis le trajet coûtait 2 fois plus cher que ce qu'il vous avait annoncé. Et puis un matin est arrivé Uber, où en 2 minutes, au moment où vous voulez un transport, et ben vous savez où il se trouve, vous savez combien ça va vous coûter. Puis on pourrait faire la même analogie avec le monde de la musique. Il y avait des distributeurs de musique qui ont expliqué pendant des années que la musique, ça serait sur un CD, si possible au prix qu'ils imposaient, parce qu'ils ne voulaient pas de concurrence pour pouvoir mieux rémunérer leurs artistes. Et puis ils n'ont pas vu arriver Spotify ou Deezer, qui ont compris que le client voulait peut-être autre chose, voulait peut-être pas être propriétaire de sa musique, mais pouvoir l'écouter là où il se trouvait. Voulait pas forcément avoir un support physique, mais un support dématérialisé. Et ces gens-là ont prospéré. Nous, ce qu'on voudrait pas, c'est se réveiller un matin en tant que distributeur et réaliser que dans notre amont, il y avait des tas de gens qui ont produit des tas de choses, qui savent ce qu'ils produisent, qui savent l'expliquer, qui ont peut-être une vision aujourd'hui du client, mais qui rarement l'expriment. Pour la première raison, c'est souvent on leur demande pas leur avis. Et à l'autre bout, un client qui a des attentes. Alors on croit les connaître au travers des études, puisque si on demande qui est prêt à consommer bio, tout le monde est prêt à consommer bio. Et puis les statistiques d'achat sont pas toujours à la hauteur de ce que revendique le client. Et on s'est dit, il faudrait pas non plus que en aval, d'un seul coup, on se réveille en disant peut-être qu'on n'a pas bien compris ce que souhaitent nos clients, parce qu'il y a des fois, il n'est pas capable de l'expliciter. Mais pourtant, faudrait être capable de lui donner certaines informations, être plus transparent sur ce que contiennent nos produits, de manière à favoriser l'acte d'achat. Donc on s'est dit, si on ne veut pas demain se retrouver dans la même situation que les taxis, que les producteurs de musique, il serait peut-être bien de regarder ce qui se passe un peu sur l'ensemble de cette chaîne, voir de quelle innovation on a besoin, parce que notre monde est en train d'évoluer, le monde de la distribution. Et donc la chaîne qui va du producteur au distributeur est en train d'évoluer, est en train d'innover à toutes ces étapes. Et aujourd'hui, il faut absolument être capable, en laboratoire, de comprendre comment on peut travailler avec des grands groupes, qu'ils soient industriels ou des grands groupes coopératifs qui sont un peu à l'image de notre organisation. Et vous développez, je crois, déjà des initiatives avec Terena, notamment. Bon, Maxime Vandoni n'est pas là, mais vous pourrez nous parler de ce que vous arrivez à faire aujourd'hui. Alors, François Després, je vous ai oublié tout à l'heure, je ne vais pas vous oublier maintenant, directeur général de GS1. Et je vous disais quand on a préparé cette table ronde, mais que diable vient faire GS1 pas dans cette galère, mais dans les champs, puisque je vous connais plus dans les rayons, à travers les codes barres et dans les usines. Et je vous savais pas, JS1, oui, on dit JS1 ou GS1? On dit les deux. Voilà, bon, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous venez faire dans cette chaire? Quel est votre apport finalement et votre intérêt? L'intérêt des multiples. À partir du moment où on parle de supply chain, GS1 est jamais bien loin. Donc, oui. Voilà, donc ça c'est le premier point. Après, il s'agit d'une chaire de collaboration entre entreprises. Et donc, un des fondements historiques depuis plus de 40 ans maintenant de GS1, c'est d'être une espèce de plateforme collaborative entre les entreprises. Donc, ça vient naturellement. Ensuite, c'est une organisation qui a été créée pour définir des standards ou ce qu'on peut appeler une sorte de langage commun ou de dénominateur commun entre les entreprises, sur lequel elles acceptent de s'entendre. C'est un des seuls lieux GS1 sur lesquels, avec certaines règles, on a le droit de s'entendre sur les pratiques ou les standards qu'on va utiliser, plus ou moins techniques. Et ça fait quand même un certain temps que les entreprises finalement se retrouvent chez GS1 pour partager, j'allais dire, les meilleures solutions possibles pour pouvoir échanger. Alors c'est vrai que historiquement, elles se sont mis d'accord sur un échange assez simple qui est l'identification des produits, d'accord.
Ce qui est l'identification d'un produit, ça s'est un peu complexifié avec le temps. Ça a identifié des palettes, ça a identifié des transports, ça a identifié des documents, ça identifie beaucoup de choses. Et il se trouve que les changements que nous, on voit apparaître chez GS1, ils sont surtout l'allongement des supply chains, à mon avis. C'est-à-dire qu'avant, on était en relation industrielle-distributeur, fondamentalement. J'allais dire de sortie d'usine à arriver dans l'entrepôt ou dans le magasin. Et de plus en plus, le consommateur, il lit les codes barres, donc il est impliqué dans la problématique. Et puis, les produits, ils sont faits d'un certain nombre d'ingrédients sur lesquels des besoins d'identification et de traçabilité se renforcent. Donc, en fait, on a un schéma de complexification des supply chains qui est assez significatif. On a même le e-commerce qui fait que dans le libre-service, on avait une vision assez faible de l'aval de la supply chain, le consommateur qui ramène chez lui, et finalement maintenant il se fait de plus en plus livrer chez lui, donc ça fait un autre point de supply chain encore plus important. Donc voilà, donc cette chaîne elle s'allonge, et puis on a la chance d'avoir des moyens technologiques qui nous permettent de gérer beaucoup de données. Et en gérant beaucoup de données, forcément, l'aspiration de pouvoir l'utiliser, l'exploiter est importante, et l'entente qu'il peut y avoir entre les acteurs pour essayer de faire en sorte qu'on partage la même information et qu'on la lise de la même manière et qu'on ait les mêmes pratiques d'utilisation de cette information, elle se renforce chaque jour. J'aurais même tendance à dire que de ma fenêtre, elle est exponentielle, que les demandes se multiplient au niveau de GS1 pour effectivement approfondir, entre guillemets, des éléments qui étaient pour le coup élémentaire par le passé de l'identification basique d'un produit ou d'une palette ou ce genre de choses. Aujourd'hui, la demande est très forte. On a beaucoup de choses sur la dématérialisation de l'information produit. Quand vous vendez un produit en e-commerce, vous vendez de l'information, vous ne vendez pas un produit lui-même. Donc le premier truc que le consommateur achète, c'est de l'information. Et il faut que cette information, ça les distributeurs le savent bien, c'est très compliqué d'avoir une information de bonne qualité produite auprès du consommateur. Donc quand vous rajoutez le fait de pouvoir avoir les ingrédients, les allergènes, pourquoi pas l'origine des produits, vous renforcez la quantité d'informations. Et plus on fait ça, plus ça nécessite des standards, parce qu'on met en branle un certain nombre d'acteurs de manière simultanée, et il y a besoin de standards de manière très significative. Vous nous expliquerez peut-être concrètement comment vous intervenez dans les travaux et dans les projets qui sont menés par la chaire. Gilles Tristram, excusez-moi, je ne voudrais pas écorcher Tristram. Donc vous êtes la puissance invitante un peu ici, et la recherche, ça vous connaît quand même, j'imagine, un petit peu, AgroParisTech. Quel est votre apport, je dirais, dans cette chaire aujourd'hui et votre intérêt? Alors l'intérêt, je pourrais dire qu'on forme tous les ingénieurs qui vont travailler dans toutes ces belles entreprises, déjà. Il y en a quelques-uns. C'est un intérêt pas tout à fait négligeable. D'abord, vu d'un établissement d'enseignement supérieur de recherche, il faut renseigner la formation, il faut orienter la recherche, il faut comprendre les dynamiques d'entreprise, et puis dans certains cas, il faut les anticiper pour être un peu en avance et s'interroger sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment évolue le monde, la demande, comment vont évoluer les métiers des agriculteurs, des distributeurs, des logisticiens et de tous ceux qui vont composer cet ensemble. Donc les chaires dans AgroParisTech, elles visent à cet ensemble-là d'une manière générique. Alors ici, il y en a plusieurs, mais je vais centrer sur celle qui nous concerne aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans lesquelles je m'inscris. Évidemment, on est sur une filière qui est peut-être plus qu'une chaîne, un ensemble de cycles aujourd'hui qui sont en interaction forte, qui vont de la production agricole jusqu'au consommateur, mais qui rebouclent. Dans cet ensemble-là, il y a une question de valeur économique. Donc, elle intéresse évidemment un établissement comme AgroParisTech, comment ça se construit, parce que ça va être une partie du travail de nos ingénieurs. Mais j'aime bien de dire qu'il y a aussi une valeur information qui est connectée à ce qui est acheté par le consommateur ou ce qui est véhiculé. Il y a aussi une valeur, alors je vais l'appeler durable, responsable. Chacun prend son vocabulaire. Mais demain, et peut-être déjà aujourd'hui, comment tout ça se construit et comment il y a une certaine équité qui se répartit entre tous les acteurs qui composent ce cycle. Ça, c'est une question un peu générique qui intéresse évidemment AgroParisTech.
Après, elle se décline de 1000 manières, donc la chaire ne cherche pas à traiter toutes les questions, je pense que vous l'avez vu dans la journée. Il y en a un certain nombre qui sont regardées avec un microscope et d'autres d'un peu plus loin, hein. C'est tout l'approfondissement qui est nécessaire sur certaines questions. La manière dont s'établissent les relations entre les différents maillons de ce qu'on a appelé chaîne et la collaboration qui va exister entre eux, alors au sens bon du terme, hein, parce que dans ce monde-là, il faut faire attention, ça a déjà été dit, c'est évidemment quelque chose qui intéresse AgroParisTech. Je suis convaincu que dans ces questions-là, il y a notamment des conditions d'exercice des métiers d'ingénieurs, de décideurs, de dirigeants qui vont changer, voire des métiers qui vont changer complètement. On le voit déjà apparaître sur un certain nombre de mécanismes nouveaux de distribution, par exemple. Et donc, voilà, nous, on s'inscrit forcément dans cette dynamique-là parce que c'est le cadre où peut-être certains de nos ingénieurs seront créateurs demain de ces nouveaux exercices, nouveaux métiers ou nouvelles conditions de fonctionnement dans ce qu'on appelle les filières. On comprend mieux votre intégration à ce projet. Alain Chapdaniel, donc directeur de la chaire SDSC, expliquez-nous les objectifs, peut-être rapidement ce qui s'est dit ce matin, enfin aujourd'hui à la conférence. C'était la première conférence, hein. Les grandes conclusions, et puis après on va aller dans le vif du sujet. Oui, les objectifs de la chaire, c'est en fait d'aider à faire évoluer l'organisation et le management de filières agroalimentaires. Donc, vu la composition de la chaire et les mécènes qui sont autour de la table, l'idée étant d'avoir des représentants sur l'ensemble de la filière et voir effectivement comment on peut organiser cette évolution. Donc, les objectifs, premier objectif de la chaire, c'est de créer de la valeur durable et de pouvoir la répartir équitablement entre tous les acteurs. Le consommateur, bien entendu, mais aussi les acteurs de la filière. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis, aider à faire évoluer l'organisation et le management de filières agroalimentaires en travaillant sur un certain nombre de modèles et en travaillant sur des outils. Et là, la présence de GS1, notamment, s'explique par le fait que la traçabilité peut être un bon point d'entrée pour faire travailler d'une autre façon l'ensemble des acteurs d'une filière, d'autant que GS1 a mis au point des nouveaux standards d'enregistrement d'événements sur la gestion collaborative de traçabilité, et que sur ce type d'outils, on peut greffer des enregistrements de création de valeur durable, que ce soit économique, sociale et environnementale, et à partir de là, nourrir un certain nombre de modèles et pouvoir faire interagir l'ensemble des acteurs en fonction de ce modèle qui aura été conçu de manière collaborative. Et pour faire le lien avec le thème de la table ronde, cette modélisation peut permettre également d'aller jusqu'à une nouvelle forme de contractualisation qui va s'appuyer sur cette modélisation qui aura été faite en commun. Et là, il y a une nécessité d'inventer de nouveaux contrats, et c'est ce sur quoi travaille également la chaire. Donc le colloque d'aujourd'hui a été consacré à, d'une part, la présentation de la démarche SDSC avec les concepts de demande élargie, c'est-à-dire la demande du consommateur plus la demande des parties prenantes, et puis cette notion, le deuxième concept important, de DSC, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs, pas forcément tous les acteurs d'une filière, mais un certain nombre d'acteurs qui ont envie de travailler en commun pour atteindre les objectifs qui se fixent en matière de développement durable, y compris bien sûr et en premier sur les aspects économiques, et qui vont donc travailler d'une manière différente. Et là, ce qui est proposé aussi au niveau de la chaire, c'est de travailler en ayant une gestion conjointe de la supply chain et de la demande. Et les modèles sur lesquels on travaille, c'est justement des modèles à la fois de modélisation de la supply chain et de la demande. Donc
aujourd'hui, on a eu cette présentation de la démarche SDSC et ensuite des focus sur, d'une part, la demande consommateur et d'autre part, tout ce qui est identification de la valeur durable sur tous les aspects, mais notamment environnementaux et sociaux. Et on avait la chance d'avoir Luce Beaulieu qui travaille aussi REG au Canada sur les aspects spécifiques d'ACV sociaux, donc pour nourrir l'ensemble de la réflexion sur la démarche SDSC. D'accord, merci pour ce petit tour d'horizon de ce qui s'est dit. Michel, juste sur Terrena peut-être, puisqu'il n'est pas là, mais je pense que c'est quand même important de parler d'un acteur important de cette chaire. En 2 mots, Terrena. Oui, alors Terrena, donc c'est une des principales coopératives françaises. Alors je me permets d'en dire un mot à la demande de son directeur général, dans la mesure où on est très présent à leur côté. Notamment, on vient de faire une opération de reprise du groupe Doux, qu'on a annoncé la semaine dernière, l'exportation de poulet, mais l'ensemble du groupe Terrena, c'est une coopérative territoriale de dimension considérable sur les Pays de Loire et une partie du Poitou. C'est 22 000 adhérents, c'est près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc avec les métiers classiques d'une coop en termes de collecte appro-céréalière, mais aussi des filières animales. Alors, des filières majoritaires dans la viande bovine avec Elivia, dans le poulet avec Gastronome et maintenant Doux depuis la semaine dernière, mais aussi un actionnariat minoritaire chez Laïta, donc dans le domaine du lait, la marque Paysan Breton, etc. Donc fédéré avec des alliances avec d'autres coopératives. Et puis il y a d'autres activités dans les pépinières, le vin, les distributions de magasins, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais ce qui est de spécifique à Terrena et qui les a amenés à rejoindre les partenaires de la chaire SDSC, c'est qu'ils ont développé un concept en 2008 à peu près sur la nouvelle agriculture, qui qualifie de nouvelle agriculture et qui est basé sur les idées de Michel Griffon sur l'agriculture écologiquement intensive, donc avec des pratiques agricoles innovantes, hein, c'est très fondé sur l'innovation, de façon à porter tout au long de la chaîne, mais y compris le maillon producteur agricole, des pratiques respectueuses de l'environnement, tout en étant performantes en termes de productivité, pour réconcilier deux aspects qu'on oppose parfois. Et cette nouvelle agriculture amène ce groupe à amener au marché des denrées qui ont des cahiers des charges spécifiques et qui peuvent trouver des valorisations. Et c'est dans ce cadre que la réflexion avec un distributeur, un grand groupe national comme Avril ou un apporteur de technologie comme GS1 était particulièrement fécond. Et donc je suis désolé pour Maxime Vendoni qui est cloué au lit ce soir et ne sera pas des nôtres. Mais c'est vrai que cette logique de nouvelle agriculture rentre complètement dans l'objectif de la chaire, en tout cas si je la comprends bien. Je voudrais qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je relisais encore l'intitulé de la conférence, les nouveaux contrats producteurs, transformateurs et distributeurs pour sauver l'agriculture française.